Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à la MPSI 3 du CPGE Moulay Youssef de Rabat. C'est la deuxième vidéo sur la leçon du cours de la théorie des dénombrements. Et voilà, donc dans cette vidéo ou dans cet exposé, on aura en fait plusieurs parties. Donc premièrement, je vais essayer de présenter un préliminaire, un tout petit préliminaire sur la théorie de dénombrement, puis voir quelques exemples de dénombrement qui sont utiles par la suite, donc tels que le nombre d'applications, les P combinaisons et quelques dénombrements utiles par la suite. Et on termine, Inch'Allah, avec les ensembles dénombrables. Donc, ce sont des ensembles que vous connaissez déjà et dont nous avons déjà parlé en premier trimestre. Mais on va essayer de les revoir et de revoir quelques propriétés de ces ensembles-là. Voilà. Donc, alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que dénombrer un ensemble fini, hein? Donc, dénombrer un ensemble fini revient à calculer son cardinal. D'accord? Donc, pour faire du dénombrement sur un ensemble, il suffit de calculer son cardinal. Et donc, dans la pratique, comment je vais calculer le cardinal d'un ensemble E fini? C'est de mettre cet ensemble-là en bijection avec un ensemble F dont on connaît le cardinal, son cardinal. D'accord? Donc, comme application très utile par la suite, c'est la fonction factorielle. Donc, comme vous connaissez déjà. Donc, en combinatoire, la fonction factorielle joue un rôle très important. Et donc, si la fonction est définie sur n par la chose suivante, donc n factoriel c'est 1, si n égale à 0, et c'est le produit de 1 jusqu'à n, si n est strictement positif. Donc, ça, c'est une des définitions du nombre factoriel, où on peut définir n factoriel comme étant une suite récursive ou d'une façon récurrente par la chose suivante. Donc le 0 factoriel, on va l'opposer égal à 1 et on va définir n plus 1 factoriel par récurrence comme étant n plus 1 par cette relation de récurrence n plus 1 fois n factoriel. Voilà. Donc voilà, donc le premier théorème dans ce sens, c'est le théorème qui dit en fait diviser pour mieux compter. Donc en fait, étant donné E un ensemble fini, A1 jusqu'à n une partition de E, ça veut dire des parties qui soient 2 à 2 disjoints de E, mais qui recouvrent E, d'accord? Qui recouvrent E. Et donc en fait, le cardinal de E serait en fait la somme des cardinals des AK. D'accord? Donc supposons maintenant ici les AK désignent par exemple, je sais pas, par exemple A1 désigne par exemple les nombres qui ont une certaine caractéristique bien précise, hein. Donc lorsqu'on dit une partition, on revient toujours aux relations d'équivalence. Et donc en fait, chaque AK représente en fait une certaine propriété relativement à une certaine relation d'équivalence. D'accord? Donc par exemple le couleur ou la couleur ou je sais pas quoi, hein. Donc voilà, donc pour la preuve en fait de ce théorème-là, donc c'est une très simple preuve. Et donc, il se démontre par récurrence sur n. D'accord? Donc, la propriété est évidente pour n égale à 2. Donc, on va supposer, en fait, on va raisonner par récurrence. Donc, la formule pour n égale à 2 est déjà démontrée dans la vidéo précédente. Cardinal de A union B. Si A et B sont disjoints, c'est cardinal de A plus cardinal de B. Et aussi même pour un nombre fini, hein. Donc voilà. Alors, comme application, donc étant donné une application f de E dans grand F, donc une application avec E fini, hein, avec E fini.
donc cardinal de E. Donc, toute application de E dans F définit une relation d'équivalence, d'accord? Toute application définit une relation d'équivalence. La relation d'équivalence, c'est quoi? C'est X en relation avec Y, si seulement si f de X égale f de Y. Point à la ligne. Et la classe d'équivalence, donc l'ensemble des classes d'équivalence, c'est f-1 de Y, hein? f-1 d'un singleton Y avec Y dans l'image de F, pour qu'il y aurait un antécédent, hein? Sinon il serait vide. Donc pour qu'il y aura un antécédent, sinon il soit vide, donc sinon f-1 du y égale à 0 est vide, et donc son cardinal égale à 0. Et donc là, on peut dire en fait, on peut affirmer en fait que les images réciproques des antécédents des éléments de l'image de f forment une partition, bien sûr, une partition de, de E. Et donc, on peut dire en fait que cardinal de E égale à la somme des cardinals de f-1 de y avec y, on parcourt l'image de f. Donc, comme j'ai dit ici, c'est que chaque AK représente en fait une certaine caractéristique des éléments de E. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment ça. Donc, le AK, c'est f-1 d'un certain YK. Et la caractéristique, c'est que les ensembles, les éléments, tous les éléments qui sont dans cet ensemble-là ont même image par f. F peut, par exemple, soit la fonction couleur ou la fonction, je sais pas, a une certaine caractéristique. Et donc là, en particulier, en fait, si le cardinal de f-1 de y est égal à p, donc quel que soit y, par exemple, donc si chaque élément de l'image admet p antécédent, donc on va supposer qu'ils admettent p antécédent, p fixé, donc cardinal de E serait en fait p fois cardinal de l'image. Donc cardinal de f-1 égale à p fois le nombre des éléments de l'image de f. Donc cardinal de E serait en fait p fois cardinal de l'image de f. Donc je reviendrai sur cette relation-là par la suite. On va l'utiliser par la suite, hein. Voilà. Donc, alors, maintenant, on va essayer de calculer le nombre d'applications entre deux ensembles finis, hein. Donc, étant donné E et F, deux ensembles finis, avec E de cardinal P et F de cardinal N. Alors, l'ensemble des applications de E vers F, noté F de EF, ou F power E, est un ensemble qui est fini de cardinal N à la puissance P. D'accord? De cardinal N à la puissance P. Donc, en effet, puisque E est de cardinal P, donc on va indexer ces éléments par E1 jusqu'à EP. Les éléments sont tous deux à deux distances. Et on vérifie que en fait l'application qui a F, d'accord, fait correspond les images de F par les images de E1, des éléments de E par F est une application qui est bien bijective parce que chaque application est déterminée par la donnée des images en fait de E1 jusqu'à EP, hein, tout simplement. Et donc celle-là, c'est une application qui est bijective. Et donc f à la puissance E et f à la puissance P ont même cardinal. D'accord? Elles ont même cardinal. Et donc cardinal de f à la puissance P, c'est vraiment n à la puissance P, c'est cardinal de f à la puissance P. Donc c'est donc cardinal de f à la puissance E, l'ensemble des applications de E dans f égale à n à la puissance P. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une application de E à valeur dans F avec E de cardinal P et F de cardinal N? En fait, une application, donc pour construire une application d'un ensemble de P éléments vers un ensemble de N éléments, ça veut dire quoi? C'est vraiment comme si on voulait en fait donc déterminer F de E1 jusqu'à F de EP. D'accord? Et donc, c'est vraiment comme choisir
P éléments parmi n éléments. D'accord? Donc c'est vraiment, voilà, donc, pour construire une application de E vers F, on compte en fait pour chaque élément de E le nombre de choix possibles à son image. D'accord? Donc chaque élément pour qu'elle a alors il se peut qu'elle a pour image n'importe quel élément dans F. D'accord? Par exemple, E1 peut avoir comme image n'importe quel élément de F. D'accord? E2 peut avoir n'importe quel élément comme image, n'importe quel élément de F. E3 jusqu'à EP. Et donc E1 a n fois n choix, E2 il a n choix, E3 il a n choix, et jusqu'à EP il a n choix. Et donc donc on a P fois n à la puissance P, n fois n fois n fois n, P fois. Donc c'est n à la puissance P, possibilité pour déterminer en fait l'application. D'accord? Donc pour déterminer l'application, il suffit de déterminer ces P éléments, hein, f de 1 jusqu'à f de EP. Donc f de 1 a n choix, d'accord? F de E2 a n choix, jusqu'à f de EP a n choix, et donc n fois n fois n fois n, P fois. Donc c'est n à la puissance P. Voilà. Et donc, en fait, le nombre de façons de tirer avec remise, d'accord, parce que là, on ne demande pas à notre application qu'elle soit, par exemple, injective ou quoi que ce soit. Donc, une application, il se peut même qu'elle soit constante. Et donc c'est vraiment, c'est comme si on a une urne qui contient n éléments, ce sont les éléments de F, d'accord, qui contient par exemple n boules, et on voulait tirer P, P boules, hein, comme qu'ils soient en fait les images. Donc ces P boules seraient, en fait, les images seraient f de 1 jusqu'à f de P. Mais avec remise, pourquoi? Parce qu'en fait, il se peut que f de 1 serait égal à f de 2, serait égal à f de 3, jusqu'à f de P. Donc on va tirer la boule, on va on va faire une remise, on va la rendre sur l'urne, puis on va retirer encore une fois. Et donc, le nombre, en fait, de façons de tirer avec remise P boule parmi n, c'est n à la puissance P. D'accord? On fait une remise, puis on tire, ainsi de suite. Voilà. Et donc là, également, le nombre de façons de ranger P boule parmi dans n boîtes. D'accord? Donc supposons par exemple qu'on dispose de P boules et on a n boîtes. Donc le nombre de façons de les arranger différemment, c'est n à la puissance P. D'accord? Donc là, on voit vraiment aucune des caractéristiques des boules, hein. D'accord? Donc là, comme dernier point, donc si P est inférieur ou égal à n comme condition nécessaire pour que l'application soit, pour qu'on parle des applications injectives, et donc là, le nombre d'applications injectives de E vers F, d'accord, c'est n fois n-1 fois jusqu'à n-p plus 1. Donc c'est un arrangement de np. D'accord? Donc pourquoi en fait? Parce que là, f de 1 par exemple, donc pour définir une application qui est injective, il faut que, donc puisque les EI sont distinctes 2 à 2, donc il faut que leur image soit distincte 2 à 2. Et donc voilà, donc pour f de 1, elle a comme choix n choix, d'accord? Donc une fois on lui a choisi, d'accord, une fois on a choisi f de 1, donc, on ne va pas faire une remise, donc on va faire une tire sans remise, d'accord? Donc, on ne va pas le rendre dans l'urne. Donc, pour choisir f de 2, et donc il faut choisir n'importe quel élément sans f de 1. Donc, il faut choisir, et donc il y aura en fait n-1 possibilité. Et f de 3, on choisit f de 3 de telle façon qu'elle soit différente de f de 1 et de f de 2 qui sont
déjà fixé, et donc il y aura en fait n-2 possibilités, donc c'est comme ça, on aura en fait n fois n-1 fois jusqu'à n-p plus 1. Voilà. Et donc, voilà, donc c'est le nombre qu'on aura en fait finalement. Alors, par la suite, on va voir également le nombre d'applications surjectives lorsque P est supérieur ou égal à N. D'accord? Mais c'est dans la quatrième partie, Inch'Allah. Voilà. Donc, l'application indicatrice ou caractéristique, hein, d'accord? Donc, l'indicatrice d'un ensemble joue un rôle, encore une fois, encore très important là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette application? Donc, étant donné A une partie d'un ensemble E, bon, là, il est fini ou pas fini, hein, un ensemble quelconque, et A une partie de E quelconque, donc on lui a associé une application notée 1A ou caractéristique de A, qui A. Donc, il a une autre indexation, donc qui A, qui est indice A, qui va de E vers 0,1, d'accord? Et qui a X fait correspond à un CX vivant dans A, et 0 CX n'est pas un élément de A. D'accord? Donc, c'est bien une application qui est bien définie et qui, en fait, qui détecte où l'élément se trouve, hein. Est-ce que c'est un élément de A ou pas? Alors, en utilisant bien sûr cette application-là, on peut démontrer le théorème ainsi. Donc, c'est le théorème dit en fait que si E est fini, 2 cardinal égale à n, alors P de E, donc l'ensemble des parties de E, est un ensemble qui est fini, 2 cardinal 2 à la puissance 2 à la puissance n. D'accord? Et donc pour ce faire, donc on va mettre en fait P de E en bijection avec l'ensemble des applications de E vers 0,1, vers ce couple-là, par en fait le fait que de prendre en fait un ensemble A de P de E et on lui fait associer son application indicatrice, sa fonction indicatrice. D'accord? Donc, c'est bien une application qui est bien bijective, facilement à vérifier. Et donc, l'ensemble, en fait, des fonctions de E vers 0,1 est fini parce que là, on vient de le démontrer. L'ensemble de E vers F est fini et les deux cardinales n à la puissance P et P ici égale P, c'est le cardinal de. Donc, n ici, c'est le cardinal de f, et donc le cardinal f ici, c'est 0,1. Donc, il est de cardinal 2. Et donc, cet ensemble est fini de cardinal 2 à la puissance cardinal de e, qui est 2 à la puissance n. D'accord? Et donc, c'est ce qui donne en fait le résultat ainsi. Donc, cardinal de cet ensemble égale cardinal des parties de e égale à 2 à la puissance n. D'accord? Et donc, le théorème ainsi justifie la raison suivante, en fait, c'est que si on prend un élément, donc pour construire une partie de E, il y a donc il y a deux choix possibles pour chaque élément de, donc en prenant un élément de E, quelconque, et donc pour construire un ensemble, une partie de E, il y a deux choix. Soit que l'élément serait un élément de cette partie-là qu'on voulait construire, soit qu'il ne serait pas un élément de l'ensemble qu'on voulait construire. Donc c'est vraiment l'indicatrice, hein. C'est soit un élément de A, sinon c'est pas un élément de A. Donc il n'y a que ces deux possibilités. Et donc si vous avez par exemple E égale à E1 jusqu'à En, et donc pour E1 soit un élément soit non, donc il y a 2. Pour E2 un élément ou non, il y a 2, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 jusqu'à 2 à la puissance n. D'accord? Et donc là, en fait, il y a 2 à la puissance n façons de 2 à la puissance n façons de construction, ou 2 à la puissance n construction possible, et donc on aurait en fait 2 à la puissance n partie de l'ensemble E qui est de cardinal n.
Voilà. Donc là, on arrive au cardinal ou au nombre de bijections d'un ensemble E vers un ensemble F de même cardinal. Donc, étant donné E et F, deux ensembles de même cardinal, noté n, supérieur strictement à 0, ça veut dire que E et F ne soient pas vides. Et donc, il y a n factoriel bijection entre E et F. D'accord? Il y a n factoriel bijection entre E et F. Et donc là, en particulier, l'ensemble, donc, si E est égal à F, cardinal de S de E, l'ensemble du groupe des permutations de E, a pour cardinal n factoriel. D'accord? Et donc, pour la preuve, en fait, alors, lorsque cardinal de E égale cardinal de F, donc l'ensemble des bijections de E vers F est inclus, en fait, dans l'ensemble des applications de E vers F, et donc, ceci montre, en fait, d'une partie finie et d'une partie qui est finie. Et donc, ceci montre, en fait, que l'ensemble des bijections de E vers F est un ensemble qui est fini de cardinal inférieur ou égal à n à la puissance n. Voilà. Donc d'ici en fait, on tire en fait finalement que n factoriel est un peu, elle est inférieure à n à la puissance n. Alors là, j'ouvre pas l'œil sur la formule de Stirling, ainsi de suite. Donc juste d'ici, on peut voir que n factoriel est inférieur à n à la puissance n, même de la définition même de n factoriel, hein. Et donc là, on montre ensuite la formule par récurrence. Voilà. Donc pour n égale à 1, donc pour n égale à 1, E est un singleton, F est un singleton, et donc il n'y a qu'une seule application même. D'accord? Il n'y a qu'une seule application. Et donc il n'y a qu'une seule application qui est bijective. Et donc, supposons maintenant que la propriété est vraie pour n-1, d'accord, entre deux ensembles de cardinal n-1, et prenons maintenant f égale d1 jusqu'à dn, d'accord, un ensemble de cardinal n. Alors, fixons un élément de E, noté petit e, voilà, et prenons en fait dk pour chaque cas compris entre 1 et n. Dk, c'est l'ensemble des applications bijectives de E vers F qui envoient E vers dk, vers petit dk. D'accord? Donc, l'ensemble des applications bijectives qui envoient E vers dk. Et donc, l'ensemble des applications bijectives de E vers F, donc, il est clairement égal à D1 jusqu'à union Dn. D'accord? Donc, c'est l'union des Dn. Donc, puisque toutes les applications sont bijectives, et donc, l'image de E par une bijection donnée serait un certain dk. Et cette union même, c'est une union qui est disjointe. Voilà, qui est disjointe. Et donc, pour calculer le cardinal de l'ensemble des bijections, donc il suffit de calculer le cardinal de dk pour n'importe quel cas. Et donc, c'est là où on voulait en fait diviser l'ensemble des applications bijectives pour bien calculer, pour bien dénombrer, hein. Donc, c'est le premier théorème que j'avais énoncé. Et donc là, pour calculer le cardinal de l'ensemble dk, c'est vraiment alors dk, donc les éléments de dk sont tous des applications bijectives qui envoient eux vers dk, d'accord, vers petit dk. Et donc, si on enlève de grand E, on enlève l'élément petit e, et on enlève de grand F dk, donc on aurait en fait une application qui est bijective de E-E et de F privé de dk. Donc le cardinal de dk égale en fait au cardinal de cet ensemble bijectif là. Et puisque E-E et F-dk sont de cardinal n-1 factoriel, parce que sont de cardinal n-1, donc cet ensemble est de cardinal n-1 factoriel, et donc le cardinal de chaque dk égale à n-1 factoriel. Donc tous ces éléments ont même cardinal, tous ces parties ont même cardinal qui est n-1 factoriel, et donc puisqu'on a n parties, donc on aurait en fait que cardinal des applications bijectives de E vers F égale à n fois n-1 factoriel qui est égal à n factoriel.
Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'arrive à définir ce que c'est qu'une paix combinaison. D'accord? Donc, étant donné E un ensemble de cardinal n appartient de cardinal n un entier naturel et P un entier naturel non nul. Un entier naturel nul ou non nul. Donc, on appelle P combinaison d'éléments de E ou P partie, hein, une partie. Donc, c'est toute partie de E de cardinal égale à P. D'accord? Donc une P combinaison, donc c'est juste une partie de cardinal égale à P, ou une P partie, c'est juste une partie de cardinal égale à P. Donc ces parties-là, ces P parties, on va les noter par la suite P indice P, P indice P de E. Voilà. Donc, alors, il y a quelques remarques sur ces parties-là. Donc, P indice P de E est un ensemble qui est bien fini, parce que c'est un sous-ensemble des parties de E, qui est de cardinal 2 à la puissance n, et donc son cardinal est inférieur ou égal à 2 à la puissance n. D'accord? Alors, pour P égale à 0, donc l'ensemble des parties qui contient 0 élément, c'est juste l'ensemble vide. Et donc, le cardinal de P indice 0 de E égale à 1. D'accord? C'est juste l'ensemble vide. Et donc, c'est 1, et les deux cardinal 1. Alors, si P égale à n, donc, alors l'ensemble des parties de n éléments, alors si A une partie de E de cardinal égale à n, donc A égale à E, nécessairement, et donc il y a une seule partie de E de cardinal égale à n, et donc cardinal de P indice n de E égale à 0. Et si P est supérieur strictement à n, donc il n'y a aucune partie de E qui contient plus que n éléments. D'accord? Plus que n éléments. Et donc, le cardinal égale à 0. De P indice P égale à 0. Donc là, il reste en fait de calculer cardinal de P indice P lorsque P comprise entre 1 et n-1. Alors, pour P égale à 0, on l'a. Pour P égale à n, on l'a. Donc, l'objectif, c'est de calculer en fait ce nombre-là, le cardinal de P indice P de E lorsque petit p comprise entre 1 et n-1. Donc, c'est l'objectif du théorème 5. Et donc, étant donné n et p deux entiers naturels non nuls, deux entiers naturels quelconques, alors cardinal, donc l'ensemble des p parties est de cardinal combinaison de np. D'accord? Le binôme np avec bien sûr la convention que le produit vaut 1, donc que ce produit-là vaut 1 si p égale à 0. D'accord? Ce produit-là, il est égal à 1 si P égale à 0 et la combinaison, d'accord? Donc cette combinaison égale à 0 si P est supérieur strictement à n. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la formule générale pour le cardinal de cet ensemble-là, pour P quelconque et n quelconque. Avec bien sûr cette convention, lorsque P est supérieur strictement à n, donc on n'a pas de combinaison. Voilà. Donc la preuve se fait en fait par récurrence, et donc pour n égale à 0, on l'a déjà vérifié. Pour n égale à 1, donc c'est une simple vérification. Donc l'ensemble des parties qui contient un élément, donc il y a n parties. Hein. Et donc voilà, donc supposons maintenant que le théorème est vrai pour n, pour un entier naturel n, et supposons que E maintenant est de cardinal n plus 1. Alors si P égale à 0, donc la formule est vraie, donc on l'a déjà démontré la formule pour n égale à 0, hein, pour P égale à 0, pardon. Si P maintenant est inférieur ou égal à 1, on fixe un élément supérieur ici, supérieur ou égal à 1, pardon, supérieur ou égal à 1. Donc on va fixer A dans E, d'accord, avec A, voilà, A un élément de E, et on va prendre A, l'ensemble, on va noter grand A, l'ensemble des P parties des P parties de E qui contient A, qui contient ce petit élément, d'accord? Et grand P, c'est l'ensemble des P parties qui ne contient pas A, d'accord? Et donc l'ensemble des P parties
soit, donc si vous prenez une P partie, donc c'est soit il contient A, soit il ne contient pas ce petit a. Donc c'est soit un élément de grand A, soit un élément de grand B, avec grand A et grand B sont disjoints 2 à 2 A. D'accord? Et donc cardinal de P indice P, donc des P parties, c'est cardinal de A plus cardinal de P. Donc il suffit de calculer en fait ce que c'est cardinal de A et ce que c'est cardinal de P. Alors, qu'est-ce que c'est cardinal de P? Donc, cardinal de P, c'est juste, il faut juste prendre en fait donc les parties, les P parties, mais de E moins petit a, parce que ce sont des P parties qui ne contiennent pas A. D'accord? Et donc, c'est comme si on travaille dans E moins A et on volait une P partie quelconque là, et donc par récurrence, puisque cet ensemble de cardinal est 1 égal à n, donc par récurrence, c'est vraiment la formule de récurrence, c'est ça. Maintenant, pour cardinal de A, alors on voulait une P partie, mais qui contient A. D'accord? Donc c'est comme si on voulait une P-1 partie, P-1 partie, d'accord? Une P-1 partie, des éléments de E-A, parce que le A est déjà fixé, et donc on a une P partie de E qui contient A. D'accord? Et donc, le cardinal également de ça égale à, alors en utilisant bien sûr la formule de récurrence, c'est ça. D'accord? Pour cet ensemble qui est de cardinal égal à n et de p, et le p bien sûr il est supérieur ou égal à 1. Ici je reviens et je dis en fait encore une fois, ici p supérieur ou égal à 1, pas inférieur ou égal à 1. Et donc, en fait, cardinal des parties P indice P de E, c'est cardinal de B plus cardinal de A, de grand A. Un tout petit calcul donne en fait le résultat voulu. Voilà. Alors là, il y a un exercice qui illustre en fait quelques propriétés du combinaison. D'accord? Et donc, voilà. Donc, vous avez ici quelques combinaisons. Triangle de Pascal, il y a en fait la formule binôme de Newton, ainsi de suite. Voilà, donc ce sont vraiment des choses que vous connaissez déjà, donc je vais essayer de les passer. Alors là, on va voir quelques exemples de dénombrement qui soient utiles, d'accord, qui soient utiles dans en fait les exercices et qui sont vraiment très très classiques, hein. Alors, supposons maintenant le nombre d'anagrammes, hein. Donc, supposons qu'un mot, en fait, un mot M, grand M, un mot, voilà, un mot, il est constitué de N lettres. D'accord? Constitué de N lettres, avec P caractères différents. Alors, les caractères de ce mot-là sont A1 jusqu'à AP. D'accord? Donc, par exemple, je prends ce mot-là, mot. Les caractères sont M-O-T. Alors, lettres, par exemple, les caractères sont L-E-T-R-S. D'accord? Alors, ici, vous voyez bien que c'est une application qui est bien injective, donc les lettres ne se répètent pas. Mais ici, les lettres peuvent se répéter. Par exemple, le T et le E se répètent deux fois. Donc, chaque AK, on va dire en fait que par la suite, chaque AK apparaît NK fois à l'intérieur du mot M. D'accord? Et donc, par la suite, on aurait en fait que N1 plus N2 plus jusqu'à NP égale à N. Donc, le nombre d'apparitions des éléments AK, on les additionne, on va trouver en fait la taille du mot N. Alors, là, on voulait savoir combien peut-on composer d'anagrammes différents, distincts, du mot M. Donc, étant donné ces lettres-là qu'on aurait, donc A1 jusqu'à AP, combien d'anagrammes combien de mots on peut construire, de mots différents on peut construire. Donc, vous pouvez même faire ceci pour vos noms. D'accord? Tu prends ton nom. Et bien sûr, pour les gens qui ont des noms, un nom adjectif, hein. Pas un nom qui est comme ça, dont les éléments ne se répètent pas.
Donc si les éléments ne se répètent pas, donc on va revenir sur les applications bijectives, hein. Donc sur les applications bijectives, donc par exemple pour mot, donc on aura 3 factoriels, hein, 3 puissance 3. Donc ici, vraiment 3 factoriels, pardon. Ici vraiment ça marche pas. D'accord? Alors, donc, on va indexer par la suite les lettres du mot M, donc les lettres de ton nom, par exemple. Donc, tu vas les indexer de 1 jusqu'à N, d'accord? Et donc, chacune des N factorielles permutations de 1 jusqu'à N permet de définir un anagramme de M de M, d'accord? Donc, vous donnez n'importe quelle permutation des éléments, des lettres des lettres de ton nom, va donner un nom, d'accord, va définir un mot. Donc voilà, donc va définir un mot qui est constitué par les lettres de ton nom, d'accord. Mais malheureusement, il y a, alors pour les gens qui ont alors si ton nom est injectif, ça veut dire par exemple comme ça, M-O-T, donc il n'y a pas de lettres qui se répètent, d'accord? Donc il y aura en fait l'ensemble donc le nombre d'anagrammes serait n factoriel, serait 3 factoriel. Donc il n'y a aucun mot qui va se répéter. Mais si vous avez un nom, par exemple comme ça, hein, lettre, donc il y a le T qui se répète deux fois, il y a le E qui se répète deux fois. Et donc du coup, donc les lettres, alors là, on l'écrit comme ça, donc les lettres n'étaient pas distinctes, et donc plusieurs permutations conduisent, en fait il y aura peut-être des permutations qui conduisent au même anagramme, au même mot, mais deux permutations qui sont différentes. D'accord? Et donc, par exemple, pour un anagramme donné, donc il y aura en fait n1 factoriel permutation, d'accord, des lettres A1 parce que les lettres, en fait, la lettre A1 se répète n1 fois, mais entre eux, il se peut par exemple, qu'on échange le T en T, mais on ne le voit pas. D'accord, on ne le voit pas. Il y a par exemple un T numéro T1, il y a un T numéro T2, par exemple. On change le T en T, c'est comme si on change le 1 en 2, mais on ne voit pas vraiment qu'on fait la même chose, qu'on obtient la même chose, le même résultat. D'accord, changer le T en T donne le même résultat. Par exemple, là, je parle de T en T, par exemple, pour l'être, ou E en E. D'accord? Et donc là, il faut en fait diviser par n1 factoriel pour la lettre A1. D'accord? Donc il y aura n1 factoriel de permutation qui donne pour la lettre A1. Il y a également nk factoriel pour chaque lettre AK. Et donc en fait, on obtient finalement le nombre d'anagrammes cherchés qui est n factoriel sur le produit de nk factoriel. D'accord? Donc, ce nombre, on peut le voir différemment. D'accord? On peut le voir différemment d'une façon très 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 simple. La façon, c'est que, supposons par exemple que on n'indexe pas, on n'indexe pas les lettres par des numéros, mais par des XK, hein, par des XK. Donc, X1 jusqu'à XP sont les lettres. X1 jusqu'à XP sont les lettres du mot M. D'accord? Du mot M. D'accord? Donc, pour construire le mot M, il faut que X1 apparaît N1 fois, X2 apparaît N2 fois, Xn jusqu'à XP apparaît NP fois. D'accord? Et donc, ceci veut dire quoi? Veut dire qu'il faut en fait développer le nombre x1 plus jusqu'à xp, donc la somme des xk à la puissance n, et voir en fait le coefficient qui se trouve à côté de ce nombre-là. D'accord? Donc le nombre, donc, parce que là, c'est vraiment l'ensemble de toutes les combinaisons possibles par les xk, d'accord? Par les xk, par les xk, voilà, par ces xk.
D'accord? Et donc, voilà. Donc, sachant que, par exemple, que x1 apparaît n1 fois, x2 apparaît x deux fois, n deux fois, et xp apparaît np fois. Donc, chaque xk apparaît nk, nk fois. Donc, c'est vraiment une comparaison avec le truc de commutativité, hein. D'accord? Donc, sinon, si on n'a pas de commutativité, on n'aurait pas x1 à la puissance n1. Non, on aurait en fait, par exemple, x1, x2, x1, ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est ce fait-là. Et donc, le nombre, ici, ce nombre-là, serait en fait le nombre qui se trouve ici, hein, qui se trouve là. Donc c'est comme si vous avez par exemple, alors on revient par exemple à l'identité remarquable, identité par exemple de P égale à 2, d'accord, x1 plus x2, et on aura par exemple juste n égale à 2, hein, x1 plus x2 égale, ou a plus b égale à plus p au carré. D'accord? Donc si on voulait par exemple un nom qui se répète, qui contient que la lettre A deux fois, donc c'est le coefficient qui se trouve à côté de A carré qui est 1. Donc il y a qu'un seul nom qui est constitué par la lettre A, par la lettre A. D'accord? Donc AA. D'accord? Ainsi que pour B, il y a BB, mais pour un nom qui va être construit par A et B, donc il y a AB, il y a BA, il y a BA, AB. D'accord? Et donc c'est pour cela on aura toujours donc, le 2 fois AB, 2AB. Parce que si vous faites par exemple, si vous développez le binôme, d'accord, l'identité remarquable, vous aurez A carré, A fois B, BA, B carré. D'accord? Donc il y a AB, il y a BA. D'accord? Il y a AB, il y a BA. C'est pour cela on a en fait donc le 2 c'est le nombre des combinaisons, le nombre d'anagrammes qu'on pourrait construire par AB. D'accord? Voilà. Donc, alors là, on vient à calculer le nombre d'applications croissantes. D'accord? Donc, étant donné euh, Pn, dosance naturelle, on voulait savoir combien y a-t-il d'applications strictement croissantes de 1P dans un N. D'accord? Alors, alors une telle application, donc une certaine application qui est strictement croissante, est entièrement déterminée par juste la donnée de son image, hein. Donc, par juste la donnée de son image. Donc, une application est entièrement déterminée par la donnée de son image. D'accord? Et donc là, puisque c'est strictement croissant, donc déjà, alors il serait injective, déjà, par la stricte monotonie. Et donc, pour déterminer son image, donc il suffit de déterminer P éléments, un élément, une P partie, d'accord? Une P partie de 1n, voilà, une P partie de 1n. Les éléments sont distincts, d'accord? Et donc, il se fait en fait d'ordonner ces éléments. Donc, lorsqu'on détermine une P partie de 1n, donc il suffit de les ordonner, on obtient en fait une application qui est strictement croissante. D'accord? Et donc, il y a exactement une combinaison CNP, application strictement croissante. D'accord? Donc, une application strictement croissante de 1P jusqu'à 1N est entièrement déterminée par la donnée de f de 1, f de 1, f de 2 jusqu'à f de P. D'accord? Donc, c'est juste, il suffit de donner cet ensemble-là et qu'elle soit croissante. D'accord? Et donc, il suffit de choisir une P partie de un N et l'ordonner de telle façon qu'elle soit croissante. D'accord? Et donc, pour ce faire, donc, il y a CNP combinaison. Il y a CNP combinaison. Il y a CNP choix pour choisir ces parties-là.
Alors maintenant, on voulait savoir combien y a-t-il d'applications croissantes, pas strictement croissantes, de 1P jusqu'à 1N. D'accord? Et donc, en fait, certaine application est peut être mise en bijection, en correspondance en bijection, avec une application qui est strictement croissante. Donc, on revient à la stricte croissance. Donc, une application G de 1 P vers 1 n plus p moins 1, défini par en fait g de k, c'est f de k plus k moins 1. D'accord? Donc ce n plus p moins 1, donc f de k, donc pour g de p, d'accord? C'est f de p plus p moins 1, d'accord? Et f de p, il se peut qu'il atteindre n, d'accord? Donc g de p est inférieur à p plus n plus p moins 1, d'accord? C'est n plus p moins 1. Alors, en effet, en fait, la correspondance est donnée en fait par cette application qui est BG, cette équivalence-là. Donc, f de k est inférieur ou égal à f de k plus 1 parce que f est croissante, d'accord? Et donc, on ajoute ici k, on ajoute k, on aurait supérieur ou égal. On retranche ici moins 1 pour qu'on aura une inégalité stricte là. Et donc, on obtient en fait que g de k est inférieur strictement à g de k plus 1, avec des équivalences bien sûr. Et donc, en fait, on revient au premier cas. Et donc, la recherche d'une application croissante de 1P jusqu'à 1N revient à la recherche d'une application strictement croissante de 1P jusqu'à 1 plus N jusqu'à 1 jusqu'à 1 n plus 1 n plus p moins 1. D'accord? Et donc ici, alors c'est la combinaison CNP. Donc pour le n, c'est n plus p moins 1 et pour le p, c'est p. Hein? Pour le p, c'est p. Et donc il y a cn plus p moins 1p, combinaison, application croissante de 1p vers 1n. D'accord? Alors, pour, par exemple, le nombre de solutions de l'équation x1 plus x2 plus xp égale à n. D'accord? Donc, si on voulait savoir le nombre de solutions de cette équation. D'accord? Et donc, une solution est entièrement déterminée par le choix de x1 jusqu'à xp-1, tel que x1 plus xp-1 est inférieur à n. Et le xp, on ne peut pas le choisir. Donc, il serait égal à n moins x1 plus xp-1. Donc, on a juste le choix de p-1 élément, mais le pm élément, on ne peut pas le choisir, il va être imposé. D'accord, il va être imposé. Et donc, en fait, un tel tuplet, là, x1 jusqu'à xp-1, est déterminé par l'application croissante de 1p-1 vers 1n, d'accord, définie par f de k égale à x1 plus xk, d'accord, donc il faut que toujours x1 plus xk soit inférieur inférieur ou égal à n, d'accord, inférieur ou égal à n. Et donc, et l'application f, bien sûr, c'est une application qui est croissante. Et donc, en appliquant la formule de l'équation, alors la formule pour les applications croissantes, donc on obtient en fait qu'il y a exactement Cn plus p moins 1, p moins 1, solution de l'équation ainsi. D'accord? Et donc, ceci également veut dire qu'on peut résoudre ce problème en étudiant les anagrammes comportant n lettres, donc n lettre 1 et p moins une lettre plus. D'accord? N lettre 1 et p moins une lettre, c'est plus là. D'accord? Donc les possibilités, on peut les faire en trouvant bien sûr ce chiffre-là. Voilà. Alors maintenant, on arrive au calcul. Donc le dernier exemple, c'est le calcul du nombre de surjections. D'accord? Donc on va le noter SNP, le nombre de surjections de 1n vers 1p, avec np deux entiers naturels non nuls.
Donc, on va le faire sous forme d'un petit exercice. Donc, on va essayer de calculer SNP lorsque P supérieur strictement à n. On va essayer de calculer SNN, SN1 et SN2. On va essayer de calculer Sn plus 1n, donc pour le cas où P égale à n-1. Et on va essayer de calculer par la suite, on va essayer de trouver une relation de récurrence, donc SNP. Et finalement, en déduisant SNP, la formule SNP, combien t'égale. Alors, pour P supérieur strictement à n, il n'y a aucune application surjective. Donc, s'il y a une application surjective de 1n vers un P, donc ceci implique nécessairement que P est inférieur ou égal à n. D'accord? Et donc, alors si P supérieur strictement à n, il n'y aura aucune application qui est surjective. Et donc, le cardinal des applications surjectives égale à 0, SNP égale à 0. Alors, si P égale à n, donc une application surjective de 1n vers 1n est une application qui est bijective, et donc SNN égale à n factoriel. Alors, si P égale à 1, donc s'il y a ici un singleton, donc l'ensemble des applications, toute application est surjective, et donc l'ensemble des applications a pour cardinal 1 à la puissance n, c'est 1. Et également, voilà. Alors pour P égale à 2, toutes les applications, donc ici on aura 1, 2, et donc toutes les applications de 1n vers 1, 2 sont surjectives, sauf peut-être deux applications. Alors l'application constante vaut 1 et l'application qui envoie tous les éléments vers 2. Donc l'application constante qui vaut 1 et l'application constante qui vaut 2 sont l'unique application qui ne sont pas surjectives, et donc alors ici, c'est 2 à la puissance n. Il y a 2 à la puissance n applications de 1n dans 1, 2. C'est 2 à la puissance n. Et donc, en fait, Sn2 serait 2 à la puissance n moins 2. Hein. Il y a ces 2 à la puissance n privées. Donc, on va enlever les deux applications constantes. D'accord? Alors, pour n plus 1n, donc lorsque l'on étudiait les surjections de 1n plus 1 dans 1n, alors un unique élément, en fait, s'il y a une application qui est surjective, donc il y a un unique élément qui a dans l'ensemble d'arrivées, qui a pour antécédent deux éléments. D'accord? Qui a pour antécédent deux éléments. D'accord? Parce que le cardinal de l'ensemble de départ est supérieur ou égal au cardinal est supérieur, donc égal au cardinal de l'ensemble d'arrivée plus 1. Et comme application, donc chaque élément a une image, mais comme l'application est surjective, donc chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un antécédent, et donc par conséquence, un élément aura nécessairement deux antécédents. D'accord? Un élément aura deux antécédents. Alors, en enlevant cet élément-là, d'accord? Donc, un unique élément de l'ensemble d'arrivée a deux antécédents, et donc, et tous les autres ont un seul antécédent. D'accord? Sinon, s'ils ont deux, l'application ne serait pas surjective, hein. Ça, c'est sûr. Et donc, on peut donc caractériser une surjection par juste le choix de cet élément-là qui a deux antécédents, d'accord? Et donc, et de ces deux antécédents. Donc, juste le choix de l'élément, le choix des deux antécédents, puis ce qui reste vraiment, ce sont vraiment les caractéristiques de cette surjection. D'accord? Et donc, pour choisir cet élément, il y a n possibilités. D'accord? Donc, c'est soit choisir 1, 2 jusqu'à n, il y a n possibilités. Donc, le fait de choisir ces deux antécédents, il y a Cn plus 1, 2. Choisir deux éléments parmi n plus 1.
D'accord? Puis les applications, donc ce qui reste, ce sont des applications objectives d'un ensemble de cardinal n-1 vers un ensemble de cardinal n-1. Donc lorsqu'on enlève deux éléments ici, il reste n-1. Lorsqu'on enlève un élément ici, il reste n-1. Et donc c'est une application, le reste c'est une application qui est bijective de deux ensembles de cardinal n-1. Et donc Sn plus 1n, c'est n le choix de l'élément, d'accord, de l'élément de 1n, fois la combinaison n plus 1, 2, le choix des deux éléments parmi 1 plus 1, n plus 1, et le n-1 factoriel, c'est la partie qui reste des applications objectives des deux ensembles de cardinal n-1, et donc on aurait en fait finalement ce nombre égal à n fois n plus 1 factoriel sur 2. D'accord? Alors, pour les applications, alors, si c'est une application qui est surjective, maintenant on va essayer de calculer le troisième point. Donc, si c'est une application qui est bijective de 1n vers 1p, donc on va noter i égale à s de n, d'accord? Donc, on va faire vraiment, c'est la même chose qu'ici. Donc, on va fixer i égale à s de n, par exemple. Donc, cet élément-là peut être en fait atteint de n façons. D'accord? Donc, il se peut qu'elle soit atteint de n façons, ce i-là. Hein. D'accord? Donc, une fois cet élément choisi, d'accord? Donc, alors le i, il se peut qu'elle soit s de 1, il se peut qu'elle soit s de 2, il se peut qu'elle soit s de n. D'accord? Donc, une fois que nous avons choisi cet élément, on va noter S', la restriction de S vers 1 n-1. Là, on suppose qu'il est atteint par n. D'accord? Donc, on va prendre la restriction de 1 jusqu'à 2s sur 1 jusqu'à n-1. D'accord? Et donc, on remarque que les éléments de 1p-i sont atteints par S' en distinguant bien sûr deux cas différents. D'accord? Donc le premier cas, c'est soit I est atteinte par S' ou I n'est pas atteinte par S'. Alors si I est atteinte par S', donc S' serait une surjection de 1n-1 vers 1p. D'accord? Et donc, voilà, donc s'il est atteint par S', par un élément, par si I égale à S de K avec K comprise entre A et N-1. Et donc, on ne va pas l'enlever d'ici. Et donc, on aurait en fait une application qui est surjective. Il y a en fait Sn-1P application, nombre possible. D'accord? Nombre de surjections possibles. Et sinon, si I n'est pas atteint, donc si on enlève de l'ensemble d'arrivées, on obtient une application qui est surjective. Une application surjective d'un ensemble de cardinal n-1 vers un ensemble de cardinal p-1. Donc, il y a n-1, p-1 possibilités. D'accord? Et donc, finalement, SNP égale à P facteur de Sn-1P, Sn-1, P-1. Donc le P ici, c'est le choix de I. Hein? C'est le choix de I. Donc on peut choisir I égale à 1, 2, 3 jusqu'à P. D'accord? Et finalement, par récurrence, on peut montrer que SNP, donc en utilisant bien sûr cette formule-là, SNP égale à la somme de k allant de 0 jusqu'à n, de moins à la puissance n moins k, Cnk, k à la puissance p. D'accord? Alors là, j'arrive aux ensembles dénombrables. Donc, étant donné D un ensemble, on va dire qu'il est dénombrable. S'il est équipotent à n, ça veut dire qu'il existe une bijection entre D et n. Et on va dire qu'il est au plus dénombrable si seulement si il est équipotent à une partie de n. D'accord? Ça veut dire que D soit dénombrable, équipotent à n, soit fini. Ou avec une équipotent à une partie qui est infinie, une partie infinie de n. Donc, si vous prenez par exemple P l'ensemble des nombres pairs et I l'ensemble des nombres impairs,
Donc, on calcule, donc en considérant l'application f qui a n fait correspondre de n et g qui a n fait correspondre de n plus 1. Donc, ce sont des applications qui sont bijectives de n vers p et de n vers i respectivement. Et donc, p et i sont dénombrables. D'accord? Après, donc, le deuxième exemple, c'est tout ensemble fini est en plus dénombrable car il est équipotent à une partie de n. Donc, si vous avez un ensemble fini de cardinal n, donc il est équipotent à l'intervalle discret 1n. D'accord? Par définition même du cardinal. Voilà. Et donc, si D est un ensemble qui est dénombrable, ou O plus dénombrable, et si delta est équipotent à D, un ensemble qui est en bijection avec D, alors, alors delta est dénombrable, si D est dénombrable. Si D est O plus dénombrable, alors delta est aussi O plus dénombrable. D'accord? Alors, la proposition 7 dit que, en fait, si on prend D une partie infinie de n, de grand n, hein, des entiers naturels, l'application sigma définie de n vers D par sigma de 0, c'est le minimum de D, des éléments de D, et sigma de n, c'est le minimum de D moins sigma de 0 jusqu'à privé de sigma de 0 jusqu'à sigma de n moins 1. Donc, c'est une application qui est bien bijective, strictement croissante, et c'est de n vers d, et c'est l'unique application strictement croissante bijective de n vers dans d. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute partie infinie de n est une application qui est bijective, est un ensemble qui est dénombrable, pardon. Toute partie infinie de l'ensemble des entiers naturels est une partie qui est dénombrable. Alors, définissons par récurrence une suite Pn d'éléments de D, d'accord, de la façon suivante. Donc, P0, c'est le plus petit élément de D. Donc là, je rappelle que toute partie de N admet un plus petit élément. Donc, ceci est une conséquence de l'axiome de la borne sup, de la borne inf. Alors, comme D est infini, donc D moins P0 est un ensemble qui est non vide, et on va noter PA son élément, son plus petit élément, d'accord, le minimum de D moins P0. Puis, puisque D est infini, donc on va procéder de façon récurrente en calculant, en posant par exemple Pn plus 1, c'est le minimum de D moins P0, P1 jusqu'à Pn. D'accord? Et donc l'application qui a n fait correspond Pn. Alors les Pn sont vraiment ça, sont sigma de n. Et l'application qui a n fait correspond Pn est une application qui est bijective et qui est strictement croissante de n vers d, sur d. D'accord? Donc il est strictement croissante même par construction. Et il est bijectif, il est déjà injectif, et la surjection, donc il est facile de la démontrer. En utilisant bien sûr l'infinitude de D et la propriété de l'inf. Donc voilà. Donc si f est une application, est une bijection, et le fait en fait que D est une partie de n. Alors si f est une application strictement croissante de n, donc sur D, alors nécessairement f de 0 égale à P0. Sinon, si f de 0 est différent de P0, donc P0 ne serait jamais atteint et donc f ne serait jamais, bijectif, surjectivement. D'accord? Et donc f de 0 égale à P0 et par récurrence, on peut montrer que f de n égale à Pn. Voilà. Donc voilà, donc le théorème dit en fait toute partie de n est dénombrable, d'accord? Si D est une partie infinie de n, il existe une bijection strictement croissante, une unique bijection strictement croissante de n vers D, et toute partie infinie d'un ensemble dénombrable est dénombrable, d'accord? On peut généraliser ceci. Alors, c'est pas pour les éléments juste pour les parties de n, mais pour les parties dénombrables tous. Et finalement,
D est un ensemble dénombrable, est un ensemble, alors D est au plus dénombrable, si seulement si, soit D fini, soit D est dénombrable. D'accord? Donc s'il est infini, donc il est dénombrable. S'il est fini, alors il est fini, hein. Et donc, en fait, c'est une conséquence de cette proposition. D'accord? Donc, c'est une conséquence de la proposition précédente. Alors là, il y a deux critères pour les ensembles dénombrables, ou plus dénombrables. Donc, le premier critère, c'est, alors étant donné D un ensemble, s'il existe une application injective de D vers N, donc si on peut injecter D dans N, alors D il est en plus dénombrable parce que D serait en bijective avec. Donc on fait restreindre ici juste, on se limite ici juste sur l'image sur f de D. On obtient une application qui est bijective. Donc D serait bijective avec une sous-partie de N. Et s'il existe une application surjective, G de N vers D, d'accord? Alors G, D est aussi au plus dénombrable parce que D serait en bijection avec une partie aussi de N. D'accord? Donc ceci vous pouvez le faire donc en faisant par exemple ici définir une relation d'équivalence. Donc c'est la relation d'équivalence dont on vient toujours de parler, hein. Donc X sont N en relation avec M, si seulement si elles ont même image. Et en quotient, on prend un élément représentant de chaque classe. On définit une application qui est bijective d'une partie de N vers D. Alors, comme application, donc en prenant comme application de la proposition 9, donc on va prendre l'application qui est nm fait correspondre 2 à la puissance n, 3 à la puissance m. Donc c'est une application qui est bien injective par unicité de la décomposition d'un entier naturel. D'accord, on produit deux facteurs premiers. D'accord, 2 à la puissance n, les facteurs 2 à la puissance n et 3 à la puissance n. Donc ce sont des facteurs premiers, et il y a une unicité par de cette décomposition. Alors, puisque n carré est donc, en fait, ceci est une application qui est injective, d'accord, donc par le premier point, alors n carré est un ensemble qui est au plus dénombrable. Et puisqu'il est infini, donc en utilisant ceci, le théorème, donc un ensemble il est au plus dénombrable si seulement si il est soit fini, soit dénombrable. Donc, puisqu'il n'est pas fini, n carré n'est pas fini, donc il est dénombrable. D'accord, donc n carré est infini, donc il serait nécessairement dénombrable. Donc c'est l'une des façons par laquelle on pourrait démontrer que n carré est dénombrable. Et bien sûr, vous rappelez du premier DS dans lequel nous avons déjà vu que une certaine application qui montre que n carré est dénombrable. Alors, le théorème 10 donne quelques opérations sur les parties dénombrables. Donc, un produit cartésien fini d'ensemble dénombrable est un ensemble qui est dénombrable. Toute réunion d'une suite d'ensembles dénombrables est un ensemble qui est dénombrable. Et toute réunion d'une suite d'ensembles au plus dénombrables est un ensemble qui est au plus dénombrable. Alors, le premier point se démontre par cette application. Donc, E et F sont deux applications bijectives. E et F sont deux ensembles qui sont dénombrables. Donc, on va prendre N et F et G, deux applications bijectives de N vers E et de N vers F. Et on pose l'application H qui a NM fait correspond à F de N, F de M. Et donc, c'est une application qui est bien bijective, ainsi de suite. Et donc, il donne en fait que le produit E fois F est un ensemble qui est dénombrable. Là, si vous prenez En, une suite d'ensembles dénombrables, donc il existe Fn des applications de n vers En, des applications bijectives. Et donc, on va définir l'application Fg de Nm de n carré vers l'union.
qui a nm fait correspond fn de m. Et donc G, là, il est simple de montrer que c'est une application qui est bien surjective de n carré vers l'union des en. Et donc l'union est une partie qui est dénombrable. D'accord? Alors là, il y a le théorème des suites exhaustives. Donc, une partie D est dénombrable si seulement si il existe une suite de parties Dn finies, telles que croissantes, d'accord, pour l'inclusion, telles que l'union de ces Dn égale à D. D'accord? Il existe une suite, donc c'est la suite exhaustive, hein. Il existe une suite croissante au sens de l'inclusion euh, qui recouvre D. Et donc, comme exemple, Z est dénombrable parce que les Dn, on peut prendre les intervalles discrets centrés en 0, moins nn. Et donc, l'union des moins nn égale à Z. Et les Dn qui sont moins nn sont tous finis. Ils construisent une suite qui est croissante pour l'inclusion. D'accord? Donc, on pourrait voir que Z est dénombrable juste via ce théorème-là. Donc, sans construire l'application, hein, sans construire l'application. Alors, le théorème de Cantor dit en fait que il n'existe aucune application bijective entre E et P de E, hein. E n'est jamais équipotent à P de E, l'ensemble des parties de E. Donc, pour ce faire, donc c'est l'un des exercices que nous avons déjà travaillé en premier trimestre, je crois. Et donc, supposons par exemple qu'il existe une bijection f de E vers P de E, et donc on pose A, c'est l'ensemble des x des éléments de E tels que x appartient à f de x. F de x, c'est une partie de E, hein. Et donc, puisque f est surjective, donc il va exister un certain A tel que grand A est l'antécédent par f l'antécédent de petit a par f. D'accord? Et donc, si A appartient à A, donc il y a deux possibilités. Soit A appartient à A, soit A n'appartient pas à A. Donc, si A appartient à A, alors par définition de A, on aurait que A, petit a, n'appartient pas à F de petit a, qui est grand A. Et donc, A appartient à grand A et A n'appartient pas à grand A, ce qui est absurde. Et si A n'appartient pas à grand A, qui est F de A, alors A, petit a n'appartient pas à F de A. Donc, par définition de grand A appartient à A. Et donc, A n'appartient pas à A et A appartient à A. Donc, c'est une absurdité. C'est une absurdité. Et donc, il y a vraiment pas d'application bijective entre E et P de E. Comme application comme application de ce théorème-là, alors P de n n'est pas du tout dénombrable parce qu'il n'y a pas d'application bijective entre n et P de n, hein. Et il y a également l'ensemble des suites à valeur dans 0, 1 n'est pas dénombrable et finalement R n'est pas dénombrable. Alors le premier point, comme je viens de dire, c'est un résultat de théorème de Cantor. Le deuxième point, vous supposez que cet ensemble est dénombrable, on va l'écrire comme étant Fn, donc E c'est Fn, d'accord? Et on définit en fait Un, une suite définie par ça. Un, c'est 1 moins Fn de n, donc il est bien clairement que Fn de n c'est soit 0 soit 1, et donc Un soit égal à 0 soit 1. Et donc, il est clair que U est une suite qui a valeur dans 0, 1. D'accord? C'est une suite d'anciens naturels à valeur dans 0, 1, mais qu'il n'est égal à aucun Fn, et donc il n'appartient pas à E, donc ce qui est absurde, parce que E, c'est l'ensemble des suites à valeur dans 0, 1. Alors, pour montrer que R n'est pas dénombrable, on va juste montrer que l'intervalle 0,1, une sous-partie n'est pas dénombrable. D'accord? Alors, une surpartie d'une partie non dénombrable est non dénombrable, bien sûr. Donc, on suppose par l'absurde que l'intervalle 0,1 est dénombrable. On va l'écrire comme étant une suite xn, comme ça, avec n ici, n appartient à n.
Alors, on sait que chaque xn, un élément de 0 à 1, s'écrit sous la forme, donc le développement décimal, c'est 0,dn1, dn2, dn3 jusqu'à l'infini. D'accord? Donc, avec les dni, ce sont des éléments entre 0 et 9 qui ne soient pas tous égaux à 9, à partir d'un certain rang, bien sûr. Donc, on considère le nombre x de 0 à 1 qui est de la forme 0x égale à 0, E1, E2, E3 jusqu'à l'infini, avec les En sont juste des éléments de 0 jusqu'à 8, pas de 0 jusqu'à 9. Donc, c'est un élément avec bien sûr En est distinct de dn-1n. D'accord? En distinct de dn-1n. Donc, c'est la même chose qu'ici, hein. C'est vraiment la même idée que pour le deuxième. Et donc, si x est un élément qui est entre 0 et 1, d'accord? Et par le procédé diagonal de Cantor, bien sûr, et x il est différent de xn, d'accord? De chaque xn, parce que en est différent de dn-1n, d'accord? Et donc, x il est différent de xn, quel que soit n, déjà parce que en ne dépasse, n'est égal à pas à, il n'atteint pas 9 ici, d'accord? Et de plus, en il est différent à dn-1 n, hein. Et donc, finalement, x est un élément de 0 à 1 qui est différent de xn, quel que soit n. Et donc, ceci est une contradiction avec le fait que 0,1 est dénombrable égal à xn avec n parcours n. Et donc, c'est une contradiction. Donc, ceci alors, oui. Donc, je m'arrête là. Merci pour votre attention et à plus.